Le projet de budget sera présenté la semaine prochaine, on en parlera évidemment, mais on en connaît déjà pas mal les contours. C'est pourquoi on a décidé sur Ecorama de passer aux travaux pratiques pour voir, pour mesurer combien concrètement vous allez ou pas économiser d'impôts en matière d'ISF et de prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les revenus financiers. Maître Jérôme Barret, bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, avocat associé au cabinet Franklin. On vous remercie, vous avez fait tourner vos machines, vos calculettes, travail fastidieux j'imagine, et c'est hyper intéressant. On commence par quoi? Par l'impôt? On peut commencer sur la fortune immobilière, c'est peut-être sur la fortune immobilière. Donc sur la fortune le principe immobilière, on connaît, hein, on sort tout ce qui est voilà, donc placement on a pris 3 exemples sur un même patrimoine évidemment. On a pris un patrimoine de 3,3 millions. Dans un cas, nous avions uniquement des valeurs mobilières et donc on avait un ISF. Ça arrive vraiment ça? Des gens qui sont 3 millions d'euros, donc ont 100% de leur patrimoine en valeur mobilière. Oui, parce qu'en immobilier, il y a des personnes qui ont fait le calcul que emprunter et habiter, ce n'était pas rentable, qu'il valait mieux placer et louer. Donc on a des clients qui sont dans cette situation-là. Et donc un patrimoine de 3,3 millions, ça vous coûte en principe de l'ordre de 19 000 euros d'ISF. Et là, coup de baguette magique, on passe à Zéro. Ça, c'est intéressant. Si on prend simplement la moitié avec un équivalent… Donc 3 millions d'euros de patrimoine, mais 50% en actifs immobiliers, 50% en actifs financiers. Voilà, on passe si on prend l'habitation principale qui nous fait une petite décote, puisque j'ai 30%, et elle continuera cette décote. Cet abattement, pardonnez-moi. On passe de 15 700, 600 à 8 800. Donc c'est quasiment la moitié, évidemment, c'est la moitié. Donc c'est quand même 7 000 euros beaucoup d'argent. Et donc il faut le projeter sur 10 ans. C'est ça qui est intéressant. En fait, l'ISF, sur une année, on peut se dire c'est quelque chose qui passe. Mais un ISF à 18 000 sur 10 ans, ça fait 180 000 euros. 180 000 euros, c'est une valeur que vous convertissez immédiatement, par exemple, en immobilier ou par exemple en valeur de titre. Et évidemment, si on prend tout en immobilier… Quelqu'un qui a 3 millions d'euros de patrimoine et qui est 100% en immobilier, pour lui, il reste avec ses 15 600 euros d'impôt sur la fortune. Pour lui, rien ne change. Allez. Alors, un point particulier, le gouvernement nous a dit qu'il maintiendrait la possibilité de plafonner l'ISF. Vous savez, le rapport qui existe entre le revenu et le capital. Et ça existe déjà, ça, non? Ça existe déjà, donc, mais c'est maintenu. C'est-à-dire que mutatis mutandis, on doit conserver les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, si je peux dire, pour l'ISF, mais affectés uniquement à l'immobilier. C'est une question qu'on s'était posée. Est-ce que le plafonnement sera maintenu? En revanche, on peut se poser la question de savoir, avec le prélèvement forfaitaire, sur quelle base on retiendra. Est-ce qu'on retiendra un revenu global ou uniquement un revenu ramené à quelque chose qui donnera du 30%? Alors maintenant, après l'ISF, l'impôt sur la fortune immobilière, on passe à l'imposition des dividendes. On a ce prélèvement forfaitaire unique qui va s'appliquer 30%, prélèvements sociaux inclus. Mais si les abattements de 40%, on en avait parlé en début de semaine, sont conservés ou pas, ça change tout en termes d'imposition nette. C'est-à-dire qu'on a pris là encore 3 exemples simples. Un taux marginal d'imposition pour des contribuables qui était à 15%, à 30% et à 45%. Donc la tranche maximum de l'impôt si j'enlève la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Aujourd'hui, quand on a 15%, on a une taxation des dividendes à 23,74. Comment ça se fait? C'est dû au fait aux cotisations? C'est les cotisations sociales, parce que ça, c'est le taux d'imposition sur le revenu. Voilà. Ce n'est pas le taux qui inclut la CSG. Et il y a un calcul qui est un peu plus difficile, parce qu'il y a une partie de la CSG qui est déductible. Donc, ce n'est pas 15,5 où on passera à 17,2, c'est un calcul un peu plus tordu, et c'est une cotisation CSG déductible de 5,1. Et donc, quand on est à 15%, le taux aujourd'hui était à 23. Et il passera à 30. Il passera à 30 si on n'a pas d'abattement. Donc, ça sera plus cher. Donc est-ce qu'il y aura une option? Les abattements de 40% sont supprimés. Oui. Pour les gens qui sont dans la première tranche marginale, pour eux, ils vont payer plus cher. Oui. Si on maintient ça sera une hausse d'impôt. C'est une hausse d'impôt. C'est une hausse d'impôt importante puisqu'on passe de 23,74 à 30, c'est 7% d'impôt. Donc est-ce que le gouvernement laissera un choix, une option, soit rester au barème, soit appliquer le 30%? Et c'est ce qui devrait être logique, puisqu'il faudrait qu'il y ait ce choix. Mais à ce moment-là, ça contrebat un peu l'idée de prélèvement forfaitaire unique. C'est-à-dire qu'il y a bien ce choix. Dès lors qu'on passe à 30% et à 45%, puisqu'on est plafonné à 30%, aujourd'hui on serait à 31,97 quand on est à 30%, et quand on est à 45%, on est à 40%. Donc il y a un gain qui n'est pas négligeable. Il y a un gain qui est surtout important pour celui qui est dans sa tranche marginale à 45%, qui passe pour le coup de 45, enfin de 40 en réel. Comment est-ce qu'on passe de 45 à 40 en réel?
Eh bien, là encore, parce qu'on a la CSG déductible, et donc ça nous donne sur le revenu en tant que tel, hein, sur le dividende, ça nous donne, c'est bien sur le dividende. Donc ça nous donne cette déductibilité des 5%. Donc pour celles et ceux qui sont dans les tranches supérieures, pour le coup, il y a un gain qui est plus élevé. Par contre, pour celui qui est dans sa tranche marginale sur l'imposition, l'impôt sur le revenu à 30%, il passe de 32 en réel à 30, le gain est assez maigre donc, quand même. Hein. Oui, il est assez maigre, mais on voit bien qu'on... 2 points, c'est pas... Et il faut déjà être à 30%, ce qui n'est pas, si je puis dire, donné à tout le monde. Ouais. Donc, mais ça favorise évidemment plutôt les gros porteurs avec des gros dividendes. On le voit bien là dans le calcul. Voilà. Et on va le voir aussi après. On peut le voir ensuite, j'ai fait un tableau également sur l'assurance vie, qui est assez intéressant, puisque l'assurance vie, on savait déjà que si on était à 30%, ça nous coûterait plus cher. Et donc dès lors que l'on est à plus de 8 ans, où on a une assurance vie 150 000 € ou 300 000 € pour un couple. On passe à 20, on est à 23%, avec 30%, on a un écart de 7 points. Ouais. Donc là encore, est-ce qu'il y aura une option pour quelque chose qui sera... Et donc quand on fait, ça c'est prélèvements sociaux inclus, quand on est à 15,5 au-delà de 8 ans, après on est à 17,20 et on a un différentiel à ce moment-là d'1,70. Et si on a un abattement, si on prend les abattements, on ne sait pas si ces abattements... Donc on peut être perdant. Enfin, l'idée, parce qu'il y a beaucoup de chiffres là, c'est qu'on pourrait être perdant en assurance vie au-delà de 8 ans. Par contre, avant 4 ans, là ça devient hyper intéressant, le prélèvement forfaitaire à 30%. C'est une incitation, vous avez fait les calculs, je vois. Aujourd'hui, entre 0 et 4 ans, on est à 50% quand on récupère de l'argent au-delà des abattements chaque année. On a un différentiel de 20 points. On a un différentiel de 20 points. Mais ça veut dire qu'on ne favorise... Donc c'est une incitation, quelque part, à retirer de l'argent de son assurance vie à court terme. Exactement. Exactement. Et c'est d'ailleurs la question qu'on va se poser ensuite pour les plus-values de type ordinaire, plus-value mobilière, c'est que si on ne conserve pas alors on passe donc là de l'assurance vie à l'abattement, donc sur les... pour la durée de détention, à ce moment-là, on ne favorise pas une épargne longue. Déjà, c'est ce qu'on peut se dire. Bien, si j'ai une prime qui fait que plus je détiens les titres longtemps et moins ma base de plus-value est élevée... Je suis incité à les conserver longtemps. Exactement. Alors qu'avec les prélèvements, je suis incité à vendre tout de suite et à faire tourner le portefeuille. Exactement. Et où est le problème ? C'est juste un choix politique, pour moi, il n'y a pas de problème, il faut simplement le savoir. Si on a un socle d'épargne qui tourne beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça met plus de valabilité? Est-ce que je ne suis pas financier? Mais c'est une question qu'il faut évidemment évoquer. Et donc, quand on fait le prélèvement sans abattement et sans... pour durée de détention, là on a des chiffres qui sont assez parlants parce que je reprends mes taux marginaux de 15, 45, enfin de 15, 30 et 45. Aujourd'hui, quand on est à 15%, quand on a une durée de détention inférieure à 2 ans, on était à 29, là on passera à 30, on y perd. Et on voit que quand on est au-delà de 8 ans, aujourd'hui on est à 19 points, au-delà de 8 ans de détention, et on va passer à 30. Donc il y a un écart qui est non négligeable. Et en fait là on voit encore que les sujets deviendront intéressants si on est sur des gros patrimoines, pour arriver à 30%. Et donc dans mes petits tableaux qui sont en rouge, qui ne sont pas très photogéniques, mais qui seront délivrés après. Mais on pourra revoir en replay tranquillement cette rubrique. Je note juste un truc, Maître Barré, c'est qu'on n'a pas encore l'info, on le saura la semaine prochaine, savoir si sur l'imposition des dividendes, l'abattement de 40% est maintenu ou pas. Vous savez, il y a une réunion cette semaine. Interministérielle qui a eu lieu hier, mais qui a parlé surtout de l'IFI, je crois. Bon, mais a priori, ce qui se dit, c'est que l'abattement ne serait pas maintenu. S'il était maintenu, ce serait royal au bar, parce que là, pour le coup, on serait sur les taux d'imposition à 18%. Voilà. Une question particulière pour le PFU des plus-values mobilières, c'est que normalement, au moment où vous constatez votre plus-value, on vous prend la partie de l'impôt qui est relative à cette plus-value. Mais si vous avez plusieurs comptes, et que sur des comptes, vous avez des moins-values, comment fait-on ? Donc, je pense que là encore, on a un problème technique, c'est que si on veut prévoir un prélèvement forfaitaire unique sur les plus-values, il va bien falloir tenir compte des moins-values. Et là, ça va nous poser un vrai problème technique, parce que je ne vais pas avancer de l'impôt sur la plus-value, parce que j'en fais une sur un compte, et que par ailleurs, j'aurai des moins-values. Bon, on aura des réponses a priori la semaine prochaine, lors de la présentation du budget 2018. En tout cas, on voulait absolument, dans Ecorama, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de calculs, mais on voit bien qu'en fonction de situation, des années, etc., s'il y a l'abattement ou pas, il y a des gagnants et il y a des perdants. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. Et les gagnants sont plutôt les patrimoines élevés. Et c'est une surprise. Voilà. Merci, Maître Jérôme Barré, avocat associé au cabinet Franklin. Merci à vous.